C'est un insoumis, il adore les réseaux sociaux, costume toujours tiré à 4 épingles. Mais ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, mon invité de Trajectoire aujourd'hui est candidat LFI au municipal à Nantes. Aujourd'hui, il y a une colère dans ce pays, il y a une volonté de changement. Moi, je découvre des conditions aujourd'hui dans la 6e ville de France, une ville de gauche, des conditions d'habitat qui sont révoltantes. Ça n'est pas rare qu'on me dise « Ah oui, j'ai vu votre TikTok, votre Instagram ». Par contre, coupure complète le dimanche. D'accord, C'est-à-dire vous décrochez, vous quand... avez besoin. J'ai besoin de ma Vous famille. l'avez dit. Bonjour William Aucan. Bonjour. Merci de participer à ce nouveau numéro de Trajectoire. Vous êtes donc candidat au municipal à Nantes, je viens de le dire, à la tête de la liste Nouvelle Nantes, qui réunit des militants de la gauche, de l'extrême gauche, des membres également de LFI. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous n'avez pas vraiment le look, on vous l'a peut-être déjà dit, d'un insoumis. Ah, vous savez, il ne faut pas juger quelqu'un à son apparence. Moi, je suis un insoumis pur juge et j'ai beaucoup de colère en moi. Ça se voit peut-être pas, je suis quelqu'un de posé. J'ai une colère saine qui me vient de mon engagement. Alors, cette colère, elle ne s'incarne pas forcément dans vos vêtements, le costume assez rigide. Il y a même des personnes, quand on leur a montré votre photo, ils ont dit c'est un mec de droite. Vous leur dites quoi? C'est quand même important le costume si on vient sur votre côté personnel. C'est le but aussi de cette émission de Trajectoire. Alors, vous savez, les architectes sont toujours habillés en noir. Moi, par rupture, j'avais envie plutôt d'être habillé en bleu marine. La chemise blanche, c'est quelque chose de nouveau, de façon avec un col politique. Mao, c'est votre petite Un col Mao, alliance. ça a toujours été une constante chez moi, l'idée de ne pas porter de cravate. Et le fait est que voilà, c'est aussi un petit peu une rupture par rapport à là d'où je viens. Mais néanmoins, aujourd'hui, je pense être aussi quelqu'un qui incarne une approche, on va dire, de convivialité, de personnes qui aussi incarnent le sérieux de la politique, puisque demain, nous devons être aux manettes de cette ville. Alors, c'est vrai que je dis ça aussi parce que la plupart de vos électeurs sont très jeunes. On se souvient que Jean-Luc Mélenchon avait fait un carton chez les 18-24 ans. C'est pour ça que je pensais à ça aussi. Ils sont plutôt jean sweat, ce qui n'est pas forcément votre cas ici. Moi, mais vous l'assumez, vous avez déjà le jean. Est-ce que vous avez toujours été insoumis, William Aucan, ou est-ce que vous avez été révolté sur le tard? Eh bien, moi, j'ai, par exemple, et je vous le dis, et je pense l'avoir jamais dit à personne, voté Jean-Luc Mélenchon en 2017. Moi, je croyais énormément à son projet, à son programme. Moi, je n'ai jamais cru en Emmanuel Macron. Et concrètement, oui, moi, j'ai toujours eu cette sensibilité-là de gauche. Et aujourd'hui, je me rends compte dans le parcours que j'ai, qui s'est, on va dire, radicalisé, j'ai ce besoin vraiment d'attente qui soit, qui soit montré demain, qu'on soit capable d'agir radicalement sur les choses. De la rupture. Mais là, si je reviens, quand je vous demande en fait si vous avez toujours été révolté, je parle de William Aucan, enfant. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous étiez plutôt le rebelle des cours de récré ou vous étiez plutôt posé? Je suis quelqu'un d'assez, plutôt bout en train. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup et facilement. Et la colère qu'il y a, oui, contre les injustices. Il y a clairement en moi depuis le départ. Je me suis très, très engagé, même à l'école. J'étais délégué de classe très souvent. Et j'avais cette envie-là aussi de défendre contre les injustices. Et quand il y a une injustice qui se venait à moi, j'essayais de les résoudre, soit par la diplomatie, soit pour aider, tout simplement. Donc ça vous vient de loin. Vous aviez quel poster dans votre chambre d'ado ou d'enfant? C'était Che Guevara ou Britney Spears, j'en sais rien. Justin Timberlake, c'était qui? Alors moi, j'ai pas grandi dans un environnement politisé et je veux dire que je dois être l'émergence politique dans ma famille. Clairement, moi, j'étais le genre d'enfant à demander à mes parents d'aller voter. Moi, je n'avais pas le droit de vote, mais je leur demandais d'aller voter. Vous étiez impatient? J'étais impatient. Pas tant sur le plan politique, mais disons clairement que je pense que c'est une chance d'avoir le droit de vote, c'est une chance de pouvoir s'exprimer. Et donc, quand je voyais mes parents qui n'étaient pas politisés, il n'y avait pas de bord chez nous. On était vraiment une famille de classe moyenne qui avait son quotidien. Clairement, je les poussais à s'engager. Et quand vous me parlez de posters sur les murs, moi, je suis un très grand fan de science-fiction. Et il y avait beaucoup de films, beaucoup de posters de films sur mes murs quand j'étais gamin. Lesquels, par exemple? Vous savez, il y a, par exemple, j'ai un grand fan de Star Wars, de Jurassic Park. Moi, je suis né dans les années 80 et je trouve que c'est un âge d'or pour le cinéma, Retour vers le futur, la science-fiction de l'époque. Donc, vous vous reconnaissiez dans Luke Skywalker et les combats contre le mal? Vous savez, il y a des personnages qui sont un peu profonds et moi, à titre personnel, je trouve que la trajectoire de Dark Vador, par exemple, si on peut aller plus loin là-dessus, est intéressante dans le sens où c'est quelqu'un qui, justement, a été déçu de la vie et derrière, s'est rattrapé sur le tard. Et je trouve qu'aussi, c'est pas mal de pouvoir changer.
Je ne sais pas si vous avez l'intention un jour de basculer du côté obscur. En tout cas, pour l'instant, vous êtes donc candidat hein, dans cette élection de Nantes. Et avant de revenir à votre parcours politique, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, j'aimerais qu'on revienne à vos racines familiales. Vous n'êtes pas né à Nantes, mais à Limoges. Vous avez passé toute une partie de votre enfance en Alsace, avant d'aller en Auvergne. Et vous dites, mes parents n'étaient pas politisés. On faisait quoi dans votre famille ? On faisait quoi donc maman, elle travaillait à la sécurité sociale comme cadre. Et mon père, lui, a travaillé dans l'armée, est resté sous-officier, n'a jamais voulu devenir officier. Il a fait toute sa carrière, faute de pouvoir faire des études. Mais j'ai eu cette chance-là d'avoir deux parents qui ont toujours cru en moi et qui m'ont toujours poussé. Et je crois être le premier dans la famille à avoir pu avoir le choix de faire des études d'architecture. Et d'ailleurs, je leur en remercie parce qu'en fait, j'ai pu découvrir un métier, moi, qui me passionne. Alors, un monde familial, j'ai envie de vous dire, assez loin de la gauche ou de l'extrême gauche. J'ai presque l'impression que vous avez eu du mal à dire que votre mère était cadre chez les Insoumis. C'est pas un gros mot, j'imagine, d'être cadre. Votre papa qui était militaire. Comment on se construit et comment on arrive à être insoumis quand on a grandi dans une famille comme ça ? On se construit quand on voit que forcément, on n'allait pas forcément très loin en vacances. On allait souvent chez nos grands-parents hein, pour les vacances, tout simplement. Moi, j'ai appris à voyager à partir des études et à découvrir l'Europe avec un très grand plaisir. Mais clairement, comment on se construit ? On se construit avec là, cette intimité d'un cadre familial qui aime sa famille, qui se construit sur les peu de moyens, les fêtes avec les... Voilà. Donc une enfance heureuse. Oui. Une envie de revanche sociale ? Tant une envie de revanche en disant qu'il y a beaucoup, ça concerne des millions de foyers, les foyers aujourd'hui de classe moyenne, et il y a cette volonté-là aussi de pouvoir embarquer toute la société, d'avoir toutes et tous le même niveau de vie, en tout cas l'accès à tout ce que compose la société. Et moi, je vois que là-dessus, quand bien même de classe moyenne, j'ai découvert aussi mes camarades à l'école, des fois des conditions de vie qui étaient plus difficiles. Et clairement, aujourd'hui, moi, je le vois en tant que parent. Je suis parent de 2 enfants et je le vois dans le primaire aujourd'hui. Moi, on vient de m'interpeller sur des questions de logement parce que je suis à la fois un peu cette double casquette, architecte et politique. Et on vient me chercher. Et moi, ça vous parle ? Moi, je découvre des conditions aujourd'hui dans la 6e ville de France, une ville de gauche, des conditions d'habitat qui sont révoltantes. Et donc, clairement, quand une des mamans de l'école est venue me chercher en me disant... On a un problème avec notre appartement, on ne comprend pas, il y a de l'eau qui coule. On a dû laisser la chambre des enfants de côté en débarras, tellement il y avait de moisissures. Les enfants développaient de l'asthme. Moi, je suis allé voir, on a vu les voisins en haut, on a fait l'intermédiaire. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite béante chez le voisin du dessus. Et en fait, on avait réglé ça. Et j'étais heureux de pouvoir participer à ça. Et j'étais heureux de me dire, en fait, demain... Il y a des milliers de situations comme ça dans Nantes. Et c'est pour ça qu'il faut un moment se lancer en politique. Oui. C'est ce choix que vous avez fait, mais finalement assez sur le tard. Oui. Parce que votre arrivée en politique, William Aucan, elle est vraiment extrêmement originale. Ça date de 2019. Vous allez avoir 40 ans cette année. Ça veut dire que ce n'est pas si vieux. Ça fait que 7 ans que vous vous êtes engagé d'une certaine façon en politique. Mais j'ai presque envie de vous dire par hasard. Vous êtes tiré au sort pour participer à la Convention citoyenne sur le climat qui avait été lancée par Édouard Philippe et Emmanuel Macron donc en 2019. Alors, c'était parmi des volontaires, mais il y en avait quand même plusieurs dizaines de milliers, 150 seulement en France, dont vous, William Aucan. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous alliez participer à ce grand rendez-vous sur le climat ? Alors moi, je me rappelle comme si c'était hier, parce que c'est quand même un tournant dans une vie, je pense. C'était au mois d'août, on venait d'arriver, on avait encore des cartons de déménagement chez nous, à Nantes, bien sûr. Et j'étais en train de jouer un samedi matin, avec ma fille dans le salon, je reçois ce coup de fil qui me dit « Félicitations, vous avez été tiré au sort à la Convention citoyenne pour le climat ». Alors moi, j'étais étonné, j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous avez cru un gag ? Oui, j'ai cru un gag, exactement. Et du coup, j'ai dit, écoutez, là, ça me dérange. C'est ce que je fais Rappelez plus tard. C'est ce que je fais. Oui, voilà. C'est ce que je fais pour enlever les sollicitations que je ne sais pas d'où ça vient et rappelez plus tard. Rappelez-moi dans 2 heures, etc. J'ai ma mère au téléphone entre-temps et ma mère me dit non, mais attends, on en parle à la radio. Le président, il cherche des citoyens pour le climat et tout. Ah bon, écoute, dommage. 2 heures plus tard, j'avais dit, rappelez-moi dans 2 heures. 2 heures pile poil. J'ai été rappelé. Une fois que j'avais compris ce que c'était, j'ai dit oui. Parce qu'un moment civique comme celui-là, on ne refuse pas. Vous auriez fait de la politique sans cet appel ?
Eh ben, disons que j'aurais pas fait de la politique, on va dire, sans la trahison d'Emmanuel Macron derrière. Je m'explique. En fait, on est de façon candide avec une mission, celle de trouver des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. On est 150 C'est la citoyens. commande, juste après les Gilets jaunes. Oui. Je rappelle, il y avait une demande, effectivement, notamment climatique. C'est pour ça que la Convention citoyenne sur le climat est lancée. Oui. Et vous dites la trahison parce qu'il avait promis qu'il prendrait en compte un certain nombre de mesures de cette convention à laquelle vous avez participé. Dès le départ, il y avait une promesse de sans filtre. Ce que je ferais, c'est que vos propositions, j'essaierai soit par application réglementaire directe, soit par le Parlement, soit par référendum, le faire. Mais en fait, le politique, qu'est Emmanuel Macron, est venu nous chercher, d'accord, avec ce tirage au sort. Il nous a formés, on a rencontré des experts sur le climat, on a rencontré tout un tas de personnalités qui nous ont aidés à construire 150 mesures. Derrière, il y a eu un travail de fait, une ramette de papier entier de mesures et de constats et de propositions pour le pays avec cette promesse du sans filtre. Et au final, presque aucune mesure. Et au final, on va dire 15% des mesures sont passées telles quelles. Énormément d'entre elles ont été amoindries derrière le rideau. C'est-à-dire qu'on a eu le droit, on était en plein Covid aussi, il faut se rappeler un truc. Moi, le truc le plus incroyable, je pense, c'est de faire des zooms avec les ministres sur les sujets, les différents sujets. Par contre, de voir qu'en fait, derrière, ils avaient amoindri nos mesures alors que c'était censé être du sans filtre. Ouais. Non, derrière, le mépris sur le travail citoyen, eh ben, ça vous donne cette colère dont je parlais la dernière fois, et l'envie de s'engager et d'être quelque chose d'autre que lui. Ça peut sembler paradoxal, effectivement, parce que vous êtes très déçu par les politiques et pourtant, vous décidez d'en devenir un. Je ne veux pas laisser justement la politique aux personnes qui ne respecteraient pas leurs engagements. Moi, je souhaite respecter les engagements que je prends. Et bien évidemment aussi, le fait est qu'aujourd'hui, la démocratie, elle est abîmée par 8 ans de macronisme. Elle est abîmée par l'expérience dont j'ai vécu. Elle est abîmée par... Et vous dites, moi, je ne veux plus de la politique comme ça. Oui. Pourtant, William Aucan, la France Insoumise, c'est un parti aujourd'hui qui est installé dans le paysage politique. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes vous-même, William Aucan, notabilisé au fil des années, que vous vous êtes un peu éloigné de cette promesse de départ de faire différemment. Et on va venir un peu à votre campagne qui n'a pas toujours été facile pour les municipales à Nantes. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part devenu, aujourd'hui, tout ce que vous ne vouliez pas être il y a 7 ans ? La question, elle est à qui on laisse la place de ça. Est-ce qu'on laisse quelqu'un décider à notre place ou est-ce qu'à un moment donné... Non, mais je vous pose la question à vous. Oui, mais moi, je prends cette question. Je n'avais pas envie de laisser une place... Donc vous dites, non, je n'ai pas basculé dans cette politique que j'ai pu dénoncer à une époque. Les institutions sont faites aujourd'hui qu'il faut se présenter à des élections pour pouvoir porter des sujets plus loin. Parce que je pense que la rue ne suffit pas. Moi, je pense qu'il y a une complémentarité entre la rue. Moi, j'ai aidé énormément de militants écologistes sur les questions de climat. J'étais même témoin dans les procès pour dire comment l'État avait fait preuve d'inaction face à l'ampleur de la tâche qu'il y avait à faire. Et donc, clairement, aujourd'hui, moi, j'ai choisi l'institution et d'aller, par exemple... Vous ne voulez pas faire que du témoignage. Vous dites qu'il faut être dans l'action politique. Oui, et j'espère embarquer beaucoup pour changer les choses. Vous êtes d'ailleurs conseiller régional d'opposition. Aujourd'hui, vous vous êtes mis en retrait de votre activité professionnelle pour la campagne des municipales à Nantes. Ça veut dire que vous êtes devenu un politique à part entière ? Surtout qu'en fait, là, aujourd'hui, c'est une aventure humaine, une campagne municipale. Et j'avais vécu la campagne régionale aussi. Je me rappelle que c'était très intense. Je me suis mis en disponibilité le temps de cette campagne, bien évidemment. Moi, demain, après la politique, j'ai envie de retourner à mon métier. Je l'aime beaucoup, mon métier. Parce que vous êtes conseiller régional d'opposition actuellement. Vous gagnez combien en tant que conseiller régional ? On est sur plus de 2 000 euros. Et nous, on a aussi d'être conseiller régional d'opposition, ce devoir-là de tenir bien fermement la majorité donc, de Christelle Morançais sur ces sujets. Et nous, on ne veut pas justement laisser, par exemple, les questions d'environnement, les questions sociales, à aujourd'hui une majorité qui détruit la culture, le planning familial par des tronçonnages budgétaires. Donc là, c'est dans le cadre de votre mandat de conseiller régional. Juste un dernier mot sur votre métier. Le 16 mars au matin, si vous ne parvenez pas à vous qualifier pour le second tour, vous retournez au travail, en tout cas dans la semaine ? Ça ira très vite après ? Moi, je suis content de pouvoir reprendre un travail qui, moi, me plaît énormément. Et donc, clairement, oui. Ça veut dire que vous ne vous voyez pas gagner si vous dites ça ? Clairement, en fait... non, en fait, l'idée, elle est aujourd'hui de porter un combat. Donc, on ne va pas le laisser tomber. De toute façon,
moi j'ai envie de vous dire, les résultats de la France Insoumise aujourd'hui à Nantes, quand je vois que Jean-Luc Mélenchon fait 32%, quand je vois À la qu'on fait présidentielle, 15% premier tour. exactement aux européennes, je pense que voilà, de toute façon, nous, on ne lâchera pas les gens pour lesquels on se bat. Donc clairement, moi, demain, j'ai envie de porter, je continuerai Même si comme vous n'êtes militant. pas maire de Nantes. Ben, on continuera comme militant insoumis. Je ne quitterai jamais l'insoumission. Vous ne quitterez jamais l'insoumission, mais vous avez commencé par un autre combat, en tout cas au sein, alors pas tout à fait au sein d'un parti politique, vous étiez plutôt proche des écolos au début, quand vous vous êtes engagé en 2019, même si vous n'aviez pas pris votre carte. Finalement, c'est chez les insoumis, on vous l'a d'ailleurs reproché un temps, que vous avez choisi de vous encarter. Pourquoi ce choix? C'est pour Jean-Luc Mélenchon? Pour le personnage le patron de ce parti? Alors, je suis toujours écologiste, qu'on se le dise, et je le présente vraiment. Mais vous avez fait l'autre choix d'un parti, le choix d'un autre parti. Oui, mais vous dire, moi j'ai fait un bout de chemin avec les Verts. J'ai chez eux énormément de camarades avec qui je continue même de lutter sur le terrain et même au-delà. Et donc clairement, quand on m'a approché, voilà, j'ai participé à la campagne des écologistes pour les présidentielles. Et moi, ce que je me rends compte a posteriori, c'était que j'avais proposé, par exemple, dans cette campagne, qu'on aille chercher des gens tirés au sort pour participer à la construction du programme sur la démocratie. Un vieux souvenir de votre convention. Exactement. En fait, on est venu me chercher, on dit, viens faire une convention pour le programme. Et finalement, vous n'avez pas eu ça. Je ne voudrais pas qu'on reprenne absolument tout votre parcours, mais qu'est-ce qui fait que vous allez chez les Insoumis? C'est pour Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, La République, c'est moi. Ça vous parle ou ça vous choque, ce terme? Le moment où j'ai rejoint les Insoumis, c'est au moment de la NUPES, c'est-à-dire une grande... comment dire? Donc vous y croyez à la coalition? Moi, je crois à l'union de la gauche, bien évidemment. Et je pense que les Insoumis sont celles et ceux qui portent ça. Et c'est d'ailleurs pour cela, moi, que je les ai rejoints. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait campagne localement pour la NUPES, pour des candidats insoumis, pour des candidats écolos, mais plus sur la circonscription ici pour les Insoumis, eh ben, ça m'a fait découvrir le collectif Insoumis. J'y ai pris beaucoup de plaisir à militer avec les Insoumis. C'est dans ce parti que vous vous reconnaissez. Mais je vous repose la question sur Jean-Luc Mélenchon. C'est pas n'importe quel leader politique. Je vous repose la question. Moi, je trouve très brillant. Alors, je trouve très brillant. Non, mais bien ce qui vous sûr. choque, La République, c'est moi. Ça vous parle ou ça vous choque, cette expression et cette façon assez violente de s'exprimer et de faire de la politique? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est un brillant orateur, qui incarne les idées aujourd'hui de gauche, de rupture, et qui aussi, dans les actes, le montre. Et donc, clairement, aujourd'hui, il y a une colère dans ce pays, il y a une volonté de changement. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon, depuis, je vous avais dit que j'avais voté pour lui en 2017, incarne justement cette volonté de changement. Y compris dans les outrances qu'on peut parfois lui reprocher. C'est un orateur, c'est quelqu'un qui interpelle. Donc ça excuse tout. Ça excuse. Non, le fait est qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'il est très audible, très clair sur ce qu'on attend. Et on a cette chance-là de pouvoir avoir, on va dire, un de nos leaders, puisque nous sommes une des forces politiques à avoir plusieurs têtes à la France Insoumise. Et donc, clairement, aujourd'hui, oui, Jean-Luc Mélenchon, pour nous, en tout cas, incarne justement cette qualité à la fois d'oration, mais également aussi pas du tout en cause. Ah non, bien sûr, le programme chez les Insoumis, c'est tout. C'est tout. Et nous sommes l'une des forces de gauche qui a le programme le plus complet. Nous, on a à Nantes, d'ailleurs, été aussi dans cette idée-là de pouvoir avoir très tôt, d'ailleurs. Oui. Très tôt. Sauf qu'après, on va y venir, ça a dérapé un petit peu en termes de campagne. On va aller donc sur les événements qui se sont passés l'année dernière, en 2025. Alors, c'était un petit peu antérieur, l'affaire Andy Kerbrat, qui, même si elle n'est pas du tout dans la campagne des municipales, a quand même terni l'image, on peut le dire, des Insoumis sur Nantes. Et puis, votre propre campagne municipale. À l'été dernier, en 2025, celle qui est alors votre binôme est débarquée par le National après des accusations de harcèlement et d'avoir couvert des faits de viol. Vous-même, vous êtes contesté et remis en cause, finalement repêché par le National. Vous revenez avec une autre binôme avec laquelle, excusez-moi, c'est Erika Cadersa. On a l'impression que la mayonnaise ne prend pas. En tout cas, on ne voit pas beaucoup sur le terrain ensemble. C'est pas bancal tout ça, alors que pour un architecte d'urbanisme, excusez-moi, c'est un petit peu facile comme terme, mais on n'a pas l'impression que vos fondations sont très solides. Pourtant, nous avons fait un travail depuis mars dernier qui est d'aller voir les Nantaises et les Nantais pour leur demander qu'est-ce que vous feriez demain si vous étiez maire de Nantes. Nous avions eu plus de 1000 remontées. Et j'étais l'une de ces personnes à organiser ce travail-là. Et c'est à partir de cela qu'on a travaillé et qu'aujourd'hui, on est dans une optique de volonté, de rupture dans cette ville et de changement. Et je vais venir à tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un statut où
j'ai fait confiance à mon mouvement et mon mouvement m'a fait confiance. Je suis en binôme avec Erika Cadersa et à nous deux, nous formons un binôme qui est Nantes, en fait, qui est une Nantes mélangée, créolisée, diverse. Nous n'avons pas le même parcours, nous n'avons pas... Erika rejoint Elle est la France originaire des Insoumise. Antilles, Oui. elle est très portée sur les luttes Et anticolonialistes. j'apprends énormément à ses côtés. Mais clairement, donc Erika est arrivée à la France Insoumise il y a peu et nous avons travaillé ensemble. Moi, je pense qu'aujourd'hui, justement, la mayonnaise prend. Par contre, je voudrais quand même vous faire remarquer, Erika est quelqu'un qui a eu un passé lourd, qui a eu même été à un moment en chaise roulante, qui a un certain âge. Aujourd'hui, on ne peut pas être sur le terrain tout le temps, partout, et avoir ce don d'ubiquité. Nous faisons campagne avec Erika et donc clairement... Mais reconnaissez, William Aucan, que ce début de campagne et même cette suite de campagne n'est certainement pas celle dont vous aviez rêvé. On vous a même accusé par des mails anonymes de faire preuve de trop d'autoritarisme, de vouloir être le seul maître à bord. Vous êtes un petit chef au sein de la France Insoumise à Nantes, William Aucan, ou c'est très injuste? Comment vous les vivez, ces attaques? Elles sont personnelles pour le coup. Je le vis comme étant quelqu'un qui est à la fois créatif et qui a beaucoup d'espoir et d'attente envers notre mouvement local pour demain, prendre à bras-le-corps les sujets. Vous dites que c'est la rançon du leadership. À un moment, quand on prend la tête d'un mouvement, il faut accepter d'être contesté comme ça? Contester, écoutez, aujourd'hui, moi je vois qu'il y a 250 personnes qui sont venues à notre meeting à Nantes-Nord récemment, que nous avons bouclé notre liste, que nous avons un collectif humain qui fait campagne sur le terrain, nos affiches sont collées. On a aujourd'hui une reconnaissance par rapport au programme et au sérieux du programme qu'on a fait. Je pense que le job est fait et aujourd'hui, on est prêt à faire campagne. Et dans ce dernier mois de campagne, on est prêt. Pardonnez-moi, ça me ressemble un peu à de la méthode Coué, ce que vous dites en ce moment. Mais je ne vous sens pas hyper convaincu et probablement un peu... c'est difficile de faire campagne. Vous découvrez la campagne sur votre nom, si c'est la première fois. Ah, ça, c'est oui, ça, c'est la première fois. Bon, j'étais 3e de liste au moment des régionales. C'est pas pareil. Non, bien évidemment. Mais dites-vous un truc, c'est peut-être difficile, mais en fait, en vrai, on prend beaucoup de plaisir à aller justement à la rencontre des... C'est un bon moment pour vous, la campagne? Ah de toute façon... Depuis le début? C'est... disons clairement, il y a eu des hauts et des bas, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je le sens, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à montrer que demain, nous aurons dans ce conseil municipal, et je l'espère de façon massive, des élus qui sont avec une forte expérience du quotidien pour justement adresser aujourd'hui toutes les injustices que l'on voit dans Nantes. Qu'est-ce que vous aimez dans une campagne au quotidien? C'est harassant, on sait que c'est difficile, que c'est tous les jours sur le terrain, le soir aussi, les week-ends. Qu'est-ce que vous aimez, vous qui étiez architecte urbaniste, que vous faisiez du télétravail chez vous, donc plutôt de façon assez solitaire? Là, c'est le collectif, forcément. Il y a 2 choses que j'aime beaucoup, c'est les rencontres avec les gens et de pouvoir échanger avec eux et de partager un moment, vous savez, comme quand vous êtes coincé sous un abribus et qu'il y a quelque chose qui s'enclenche. Et puis il y a aussi le fait d'être de plus en plus reconnu, justement, parce que cette campagne est en train William de... Aucan. Oui, des insoumis. Mais on sait que les insoumis sont aussi... Attendez, je voudrais répondre à votre question, excusez-moi, sur le deuxième. Le deuxième, il est aussi du fait d'être architecte urbaniste, c'est le fait de créer un projet pour cette ville. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir demain adresser différents sujets et d'avoir une réponse à tout sur l'éducation, le logement, le transport. Et j'ai beaucoup de plaisir, justement, à fabriquer... participer à la fabrique de la ville de demain. Et je trouve que ça rejoint à la fois, moi, mes prérogatives d'architecte urbaniste et également aussi de politique. Vous voulez du concret, quoi. Oui, voilà. Du concret pour la suite. Je vais vous montrer la photo de quelqu'un que vous avez peut-être déjà croisé. C'est Margot Metcourt. C'est la tête de liste de Nantes Populaire, qui était en fait la tête de liste il y a 6 ans lors des élections municipales à Nantes, qui comprenait des insoumis à l'époque sur sa liste, qui avait fait un peu plus de 9% des voix, donc un score assez élevé. Aujourd'hui, elle mène une liste face à vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Et on a envie de nous se dire, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partis ensemble? De l'extérieur, ça semble incroyable. Vous êtes tous les deux, on a l'impression un peu sur le même créneau politique. Écoutez, c'est un choix qu'elle a fait de se lancer à nouveau. Nous ne sommes pas croisés. Déjà d'une, c'est quelqu'un qui n'est pas à la France Insoumise, qui a été soutenu en 2020 et que moi, je suis arrivé bien après. Et donc, clairement, aujourd'hui, moi, je l'ai posé très facilement dès le départ. J'ai dit quelle est la plus-value aujourd'hui d'avoir 2 listes justement pour les quartiers et les classes populaires. Non, c'est aujourd'hui,
Mais vous vous dites pas, c'est dommage, cette jeune femme, elle connaît bien Nantes, elle a fait un score important il y a 6 ans, c'est quand même dommage d'éparpiller et on aurait dû s'entendre ou c'était pas possible? Ah bah moi, je vous le dis, c'est décevant, bien évidemment, puisque nous sommes là et implantés déjà depuis longtemps et nous sommes un mouvement qui est largement reconnu. Hein. Nous, on dit ah oui, Jean-Luc Mélenchon et tout de suite directement. Plus que Margot Metcourt, dans vos porte-à-porte, on vous en parle parfois, on vous dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas entendu ou pas du tout? On me parle de Jean-Luc Mélenchon, on ne me parle jamais de Margot Metcourt. Ok. Je vais vous montrer une autre photo. Qui va peut-être vous parler, même si ce n'est pas celle que vous avez vue à Nantes. C'est qui? C'est Louis XVI, j'imagine. C'est Louis XVI, effectivement, le dernier roi de la monarchie absolue, même s'il y a d'autres rois après, décapité le 21 janvier 1793. Et pour cet anniversaire en 2026, vous avez lancé sur les réseaux sociaux un post qui a fait beaucoup le buzz pour déboulonner sa statue sur la place du Maréchal Foch à Nantes. Qu'est-ce qui vous a fait, Louis XVI? Clairement, aujourd'hui, moi, je trouve que sa présence dans l'espace physique pose débat. Et ce débat, j'ai l'impression qu'il n'a jamais eu lieu à Nantes. Clairement, pour redonner un petit peu de contexte, Louis XVI, donc le dernier des rois et de la dynastie des Bourbons, des Bourbons, s'est trouvé à fuir le pays, à aller dans un autre pays pour revenir faire la guerre à son propre peuple. C'était la fuite de Varennes, en tout cas, il a tenté de le faire. Exactement. Et il a été jugé pour haute trahison. Moi, je me questionne aujourd'hui, quelqu'un qui a voulu faire la guerre à son propre peuple, pourquoi cette statue est là dans Nantes? Et c'est d'ailleurs l'une des 2 seules statues qu'il y a. Elles sont toutes les 2 dans le département. Et la question, elle se pose aujourd'hui, mais qui on honore dans l'espace public? Mais vous ne croyez pas qu'il y a d'autres combats, sincèrement, William Aucan? On peut comprendre que la figure de Louis XVI, ça ne soit pas celle qui vous fasse rêver et que vous aviez dans votre chambre d'adolescence. Ça, je le comprends bien. Mais il n'y a pas d'autres combats aujourd'hui que déboulonner une statue. Ah, mais nous faisons campagne, je vous le dis dès le départ, sur la lutte contre la vie chère et par exemple sur les luttes contre les discriminations. Mais c'est ce sujet. Et ça dit beaucoup aujourd'hui de l'état du débat public, malheureusement, j'ai envie de vous dire, dans le sens où nous faisons campagne sur les sujets sérieux. Nous avons 650 propositions, dont l'une est de regarder l'histoire de Nantes en face, à la fois sur cette question-là de Louis XVI, mais aussi sur le passé colonial, on va dire, de Nantes. Et donc, clairement, nous souhaitons aussi regarder en face ça. Nous interrogeons la société nantaise sur l'intégralité. C'est l'un des sujets. Et ça en fait partie. En tout cas, ce qui est sûr, et je le disais, c'est que ça a vraiment fait le buzz. Je n'ai pas regardé les derniers résultats de votre poste. Vous faisiez d'ailleurs un appel aux internautes pour dire faites vos propositions. Je crois que c'est tout ça l'ouverture qui gagnerait la corde. C'est ça qui. Voilà, tout ça l'ouverture, Louise Michel. On a eu Théodora aussi sur TikTok, qui est aussi une figure d'émancipation. Nous, vous souhaitons une figure d'émancipation, clairement, aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, votre sondage, entre guillemets, il reste ouvert, mais ça montre bien aussi à quel point, vous, William Aucan, vous utilisez les réseaux sociaux. Vous êtes vraiment un accro, on peut le dire, de ces réseaux. Vous communiquez quasiment quotidiennement. Vous avez votre portable avec vous, là? Oui, toujours. Si je devais vous demander, c'est quoi sur votre appli, votre temps d'écran quotidien? Ah, on peut regarder ensemble, si vous voulez. Ça doit être important, non? Il est pas mal. Bon, je vous avoue que là, en campagne, moi, je me suis fait... par exemple, les coupures à partir de 22h le soir, histoire aussi de pouvoir être tranquille. Par contre, coupure complète le dimanche. D'accord. C'est-à-dire vous décrochez, vous avez besoin. J'ai besoin de ma famille. Vous l'avez dit, vous avez 2 enfants. Voilà. J'ai besoin de ma famille, j'ai besoin d'être un père présent aussi. Et dans une campagne, c'est difficile. Mais bon, aujourd'hui, on me pardonne ça. Et j'ai même ma fille qui me trouve des slogans comme ce midi à table. Et sur le temps d'écran, donnez-moi 3 secondes quand même, parce que je n'ai pas l'habitude d'aller le voir. Je vais regarder ça comme ça. Temps d'écran. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important. Vous avez toujours votre téléphone, comme un certain nombre de personnes, mais vous en faites un outil. Je suis à vraiment de 4h55 de moyenne quotidienne, donc c'est déjà... C'est pas mal. Ouais. Vous êtes accro? Alors, pas tant accro que ça, que le fait est que les réseaux sociaux nous permettent de nous connecter entre nous, encore aussi par un autre moyen que celui de se rencontrer dans la rue. Vous dites que c'est un outil comme un autre, comme le porte-à-porte, comme les campagnes d'affichage. De toute façon, ça fait partie. Ouais. Vous regardez aussi beaucoup ce qui se dit sur vous? Pas vraiment. D'ailleurs, je mets une distance. Justement, je voudrais expliquer ça. Twitter, par exemple, je l'ai utilisé dès le premier jour de la Convention citoyenne. En fait, je l'ai toujours pensé comme étant un carnet de bord. Dedans, je devais y consigner ce que je vivais, ce que je disais, ce que je pensais, mes colères, mes joies. Et donc, clairement, je l'ai vu comme ça. J'ai découvert Instagram sur le tard, mais aujourd'hui, c'est la plateforme que j'apprécie le plus. Et j'ai l'impression même, d'ailleurs, que le combat politique,
il est très présent aujourd'hui sur Instagram. Et donc, clairement, c'est quelque chose que moi, je vais avec un très grand plaisir. J'ai vu un de vos reportages où vous diffusiez l'une de nos vidéos un peu décalées, où je montrais un peu le programme sur John Hamm qui danse dans une boîte de nuit. Mais clairement, aujourd'hui, elle touche un public. Moi, on me dit Votre public chez les Insoumis, hein, je le disais, c'est un public, un électorat très jeune chez les Insoumis. Oui. C'est donc automatique d'aller sur ce terrain-là, celui des réseaux sociaux. Et j'ai cette chance d'ailleurs de pouvoir être reconnu comme conseiller régional, puisque nous avons aussi la région, la gestion des lycées, et je suis très très souvent à leur côté au niveau des blocus. Et donc oui, c'est pas rare qu'on me dise « Ah oui, j'ai vu votre TikTok, votre Instagram ». Alors ils ne sont pas tous électeurs à l'époque, mais ils le deviendront un jour. Vous googlisez souvent ? Non, pas trop. Jamais ? Non, dites. Moi non plus, je ne l'ai pas fait, mais c'était par curiosité savoir si parfois vous regardiez. On a des camarades qui font une veille presse sur Google, bien évidemment. Mais pas spécifiquement sur vous. Vous avez 2 jeunes enfants, vous dites j'adore les réseaux sociaux. Vous avez entendu tous ces débats actuellement sur à quel point ça peut être nocif, en tout cas c'est l'avis d'un certain nombre de spécialistes et de politiques. L'interdiction pour les moins de 15 ans en un mot, parce que ce n'est pas dans votre programme forcément municipal, mais vous en dites quoi quand vous dites c'est utile, c'est indispensable ? Aujourd'hui, il faut savoir aussi un peu les protéger. Je pense également qu'Internet n'est pas forcément un lieu très simple, et voire même très... Et l'interdiction, vous en pensez quoi ? Moi, je pense que justement, 15 ans, c'est bien en fait, de fixer ça. Je pense qu'on a des interactions humaines à construire. Moi, je le vois quand j'ai passé 7 ans en Allemagne et que justement, ma fille a commencé au jardin d'enfants en Allemagne. Le système éducatif est plus à générer jusqu'à 7 ans le lien entre les êtres humains. Et moi, je trouve qu'en France, ça manque ça. Mais oui, à partir de... même un petit peu plus tard, il me semble... Donc vous n'êtes pas contre cette mesure qui ne fait pas du tout l'unanimité sur l'interdiction aux moins de 15 ans des réseaux sociaux, si je comprends bien. On parle en tout cas, les des parents enfants. doivent être responsables de leurs enfants. Et moi, je pense qu'on est responsable jusqu'à leur majorité. Et clairement, cette question-là, l'accès aux réseaux sociaux... C'est presque un discours de droite, ça, non, William ? C'est pas tant un discours de droite que je pense qu'aujourd'hui, on ne nous garantit pas un Internet sûr. Voilà. Donc c'est aux parents de... Quand je vois l'état de Twitter... Quand je vois l'état de Twitter... Qui n'est pas le réseau social le plus utilisé par les jeunes. Mais quand même, un mot, on parle de vos enfants. Si l'un de vos enfants, vous en avez 2, qui ont donc 8 ans, je crois... 10 ans et 6 ans. 10 ans et 6 ans. Si un jour ils vous disent « Papa, je veux faire de la politique », vous leur direz quoi ? Ah, ils en font un petit peu. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que par rapport à moi, il va y avoir cette différence-là, qu'ils vont avoir grandi avec un papa qui s'engage politiquement. Mais vous ne leur direz pas surtout pas ? Ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que vous aurez peur ? S'ils vous disent « j'y vais, j'en ai envie ». Je les aiderai, je les accompagnerai. Bon, bien évidemment, ce sera toujours plus facile pour moi s'ils restent de gauche qu'ils aillent plutôt à droite. Mais je pense qu'ils grandissent dans un environnement d'architectes de gauche comme on en fait. Et clairement, je les aiderai. Tout choix, je pense qu'il faut accompagner. En tout cas, j'ai eu cette chance-là. Vous ne les dissuaderez pas. Non. J'aimerais, pour terminer, vous montrer la photo de quelqu'un et de me dire, à cette personne, vous avez envie de lui dire quoi, William Aucan ? C'est vous. Continue à penser que justement la créativité en politique est quelque chose qui a besoin et qui est nécessaire. Moi, je trouve que quand je suis arrivé en politique, justement, il y a ce manque de créativité, moi, qui vient de ma formation. Et j'aime pouvoir le transmettre à d'autres. Et le fait aussi d'être un peu en décalé sur les réseaux sociaux. Mais clairement, garde le sourire, parce que cette photo est vraiment c'est une photo que j'aime beaucoup. Qui a été faite au début de cette campagne et qui est, moi, les yeux plissés, un peu photosensible, mais avec la Loire derrière, pour moi, qui est beaucoup de choses. On s'est installé aussi à Nantes parce que ce fleuve, il nous donne beaucoup d'énergie. Et non, clairement, continue à rester créatif, continue à ne pas laisser tomber tous les idéaux auxquels tu crois. Merci beaucoup, William Aucan. Merci à vous. Et merci à vous également de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Trajectoire. Vous pouvez retrouver tous les autres, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Merci.